Je vais commencer ma présentation. Donc, l'idée, c'était de vous reparler un petit peu de la génération de composés volatiles. Je vais vous parler encore de composés volatiles, mais je vais essayer d'être assez didactique et de ne pas être trop rentré dans les noms barbares. L'idée, on est parti sur des postulats pour travailler sur ces aspects fermentation. Des postulats, vous verrez, par rapport à ce que disait Martine, sur certains composés qui nous intéressaient. On s'est dit que Calvados, c'est un produit cynricole, d'où on va rechercher des arômes cynricoles. C'est ce qu'on retrouve dans des sites de consommation. On avait pas mal d'expériences sur les sites de consommation. On a des levures que l'on connaît, Enseniaspora valbiensis, Saccharomyces suvarum, on vous en a parlé tout à l'heure dans les exposés de mes collègues de l'université. Et donc on a des connaissances sur leur capacité, notamment alors estérifiante, mot barbare, c'est donc des capacités à générer des esters. Ce sont des composés qui vont donner du fruité dans les produits. On a une levure, Enseniaspora, qui est en début de fermentation. On l'a vu tout à l'heure, on les retrouve dans les produits, dans les produits cynricoles, même dans vos sites de distillation, il y en a. Mais par contre, on n'avait pas de recul sur qu'est-ce qui se passe dans le site de distillation quand on va à sec. Un site de consommation, vous le savez tous, on s'arrête à des masses volumiques données avec du sucre. Qu'en est-il quand on épuise en sucre et qu'on va jusqu'au bout? Et comment on peut faire? Comment on peut utiliser ces souches? Et est-ce qu'on les utilise de la même façon dans un site de distillation que dans un site de consommation que de distillation? Et puis de voir, est-ce que les composés qu'on avait ciblés, est-ce qu'ils sont d'intérêt? Voilà, donc je vous ferai un exposé sur ces aspects de souches levuriennes cidricoles. Et puis, on a quand même testé des levures cidricoles. Donc, on parlait tout à l'heure de viticoles. On parlait de Saccharomyces cerevisiae. Donc, ce sont des levures qu'on retrouve plutôt dans le vin. Alors, pourquoi? Nous, Uvarum, à l'origine, elles étaient naturellement sélectionnées parce que beaucoup plus froid, hein, on est sur des fabrications en octobre-novembre, froid naturel, ça sélectionne les levures, on a plutôt des uvarums. Les cerevisiae marchent à des températures un peu plus élevées. Et puis on a essayé de regarder aussi, est-ce que ces esters, on peut les conserver dans le temps? Je ferai un petit diapo là-dessus, ça sera très, très succinct. Alors, juste un rappel, c'est pas très joli, mais les composés volatiles, ils sont issus de 3 sources de composés dans vos cidres. Il y a une source azotée, chez nous c'est l'asparagine, donc l'azote qui fait croître les levures et qui génère des composés. Le métabolisme carboné, ce sont les sucres que vous avez dans votre mou initialement, et des lipides. On a un petit peu de lipides, et il y a quelques éléments qui viennent de ces composés-là. Ça donne des alcools supérieurs, qui sont plutôt avec des arômes, ça sent plutôt le vin, les alcools, enfin voilà, alcool supérieur justement. Et on a des composés, des acides gras en fait, qui vont venir de vos dégradations des lipides. Donc des petits acides gras plus ou moins gros. Et une association de ces composés, alcool supérieur, alors j'ai mis les couleurs sont associées, éthanol avec acyle et ainsi de suite, donne deux grandes familles de composés, les esters éthyliques et les esters d'acétate. Vous en avez entendu parler aujourd'hui plusieurs fois. Et tous ces composés vont générer des odeurs fruitées dans vos cidres et potentiellement dans vos alcools, dans votre eau de vie. Donc après, on est parti sur des hypothèses. Alors, je vais d'abord parler de Enseniaspora valbiensis. Pourquoi? C'est la première qui se développe dans le cidre. On parlait d'oxydative, on parle d'apiculées. Donc elles ont besoin d'avoir un petit peu d'oxygène au départ, mais très vite l'oxygène est consommé par le système cidricole, enfin dans un système PPO, il y a une enzyme qui consomme l'oxygène. On va être en anoxie. Et cette levure continue quand même à agir et a des capacités estérifiantes. Donc on a regardé quels étaient, donc de générer des composés intéressants. On a regardé quels étaient les facteurs qui pouvaient influencer justement cette génération de composés. Et ensuite, la deuxième hypothèse, comment elle les génère. Alors, premier facteur, c'est l'azote. Vous savez tous, l'azote qui vient de vos pommes. On a regardé, est-ce qu'il lui faut beaucoup d'azote? Bon, la réponse est non.
quel que soit le niveau d'azote. Alors on a supplémenté des mous, hein. On est parti à 60 mg litre d'azote, 120 et 180. Et on voit qu'à chaque fois, elle consomme à peu près la même chose. Alors elle était seule dans le milieu, donc elle peut se nourrir comme elle veut, entre guillemets. Elle consomme toujours la même chose, ce n'est pas des quantités faramineuses, donc elle va être très bien se développer dans le cygne sans problème. Le niveau d'azote n'est pas problématique pour elle. Ensuite, on a regardé l'effet de l'oxygène. Alors là, justement, il y aura des impacts très importants. Et ça va être quelque chose qui va nous gêner. Donc, on a regardé l'effet de l'oxygène sur 2 composés clés. Là, je vous ai mis des exemples, hein, parce qu'il y a d'autres choses qu'on a pu le voir. Mais on a mis l'acétate d'éthyle, qui vous parle. Hein, c'est le fameux composé qu'on ne veut pas, qui véhicule des notes de Colescott, probablement en lien avec l'agressivité. Et puis, j'ai mis en parallèle l'acétate d'isoamyle qui donne des odeurs de banane, fruitée plutôt banane. Bon, les échelles ne sont pas tout à fait les mêmes. Hein. Vous voyez que là, on est sur des échelles de 70-90. Et là, on est sur des échelles de 5 mg. Donc, l'échelle n'est pas la même. Mais ce que l'on voit, c'est qu'il y a une très forte influence de l'oxygène. C'est-à-dire que quand on met de l'oxygène, on arrive à générer beaucoup plus de ce composé-là intéressant, banane. Malheureusement, il y a un impact qui est encore plus important. Plus important, on double par rapport à x3, x5, mais quantitativement, c'est très impactant. Et donc, le problème, c'est que dès qu'on a un peu d'oxygène, qu'on oxygène trop le produit en présence de cette levure, eh ben, on va générer des quantités d'acétate d'éthyle très importantes, ce qui va impacter après la qualité de votre produit, puisqu'on a bien vu avec les exemples de ce que montrait Martine, on n'arrive pas à s'en débarrasser facilement et ça pose souci. Donc problématique au niveau de l'oxygène. Alors, cette souche-là, en plus, elle n'a pas des capacités fermentaires importantes. Hein. Ce n'est pas une souche qui est là pour fermenter. Elle va en avoir un peu, elle va dégrader du sucre, elle va faire un peu d'éthanol, mais ce n'est pas ça, c'est pas son cheval de bataille. Donc si elle est toute seule dans le milieu, on va arriver à des densités de 1040, 1030 maximum. C'est un peu dépendant des conditions de milieu. Des fois, on peut pousser un peu plus. Voilà, c'est vraiment dépendant, mais elle a du mal à aller plus loin. En plus, elle est sensible à l'alcool. Hein. Au-dessus de 6 degrés, elle va vraiment avoir des difficultés, elle va commencer à mourir. Donc, ce que je disais, elle agit en début de fermentation. Dans ce milieu-là, il y a peu d'alcool supérieur. Vous l'avez vu, je vous ai dit, il y a les différentes sources possibles pour faire des composés volatiles, hein, l'azote, les sucres et autres, qui vont faire de l'alcool, des alcools supérieurs. Mais au départ, il y en a très peu en fait, dans le milieu. Donc en fait, peu de précurseurs. Et ces alcools vont vous servir à faire les esters, qui permettent de faire des odeurs fruitées. Donc peu d'esters, pas de l'alcool, peu de précurseurs dans le milieu, donc ce qui est un petit problème en fait. Et puis, donc, de fait de ce déficit en fait en précurseurs dans le milieu, elle ne va pas exploiter à fond ses capacités estérifiantes, donc ses capacités de génération des esters. Donc du coup, ça pose, on n'a pas un potentiel complet de génération. Donc elle est capable de faire des composés qui sentent le fruité, vous voyez plutôt banane, poire, et du floral. On revient sur l'acétate de 2-phényléthyl, qui est un composé dont parlait Martine tout à l'heure, qui passe difficilement à distillation. Mais c'est des composés qu'on ciblait, nous, en termes d'impactant sur le fruité, et c'est ça qu'on voulait étudier, c'était voir si on pouvait booster le cidre dans ces 3 composés. Donc, acétate d'isoamyle, acétate de 2-phényléthyl, et en fait, on va limiter un peu leur formation. L'acétate d'exyle, alors, par contre, initialement, dans le mou, le précurseur est présent, l'hexanol est présent dans le mou, et je vous en reparlerai un petit peu tout à l'heure. Donc elle est capable, par contre, directement, au début de la fermentation, de faire de l'acétate d'exyle. Alors justement, ce composé-là, qui donne des odeurs plutôt florales, on a voulu regarder un petit peu ce que je vous disais, hein, peu de précurseurs générés dans le milieu, quand il n'y a que Ensenia spora. Du coup, très peu de génération de ce composé-là. On s'est amusé à rajouter dans le milieu, hein, on a des molécules chez nous, on travaille un petit peu avec plein de choses, on s'est amusé à en ajouter à différents moments. On en a ajouté 30 mg litre. Ce que vous voyez là, donc déjà, on dose moins, c'est-à-dire que dès que vous mettez le phényléthanol, elle va le consommer. Et elle va le consommer, et vous voyez, on arrive à des quantités
très importante ici du phényléthanol. On est carrément sur des choses où on ne peut plus doser au-delà après. Hein. Et donc, elle a une capacité sur ce composé-là à générer des quantités faramineuses. Voilà, c'est quasiment du mol à mol. C'est-à-dire que vous mettez une mol de phényléthanol, elle vous en fait quasiment une en face. Voilà. Donc, c'est très efficace. Elle est vraiment hyper efficace. Le problème, c'est qu'elle n'a pas le précurseur dans le milieu. Maintenant, sur Saccharomyces uvarum, donc une fois que Valbiensis a fait son travail, entre guillemets, Uvarum va prendre le dessus, hein, elle va le croître, elle va commencer à faire la fermentation. Et donc, on s'est posé la question, comment étaient générés les composés volatiles avec cette souche et quels étaient les facteurs influents qui permettaient éventuellement de moduler en fait, les concentrations générées. Alors, c'est une souche donc, avec des capacités fermentaires qui sont adaptées au cidre. Hein. C'est, comme je vous le disais tout à l'heure, c'est sélectionné naturellement par le froid. Donc, elle fonctionne très très bien dans notre système. Hein. Elle est hyper adaptée. Beaucoup plus que les cérévisiers. Vous verrez, on fait des tests avec des cérévisiers en parallèle et elle a vraiment des capacités plus importantes. Elle est vraiment adaptée. Donc, ce que l'on a vu, en fait, c'est qu'elle va générer des quantités, enfin des précurseurs. Hein. Elle est capable de synthétiser tous les alcools qui permettent de faire des esters derrière, dont le 2-phényléthanol ici, donc ce qui sent la rose, et qui permet de faire un ester qui sent la rose. Elle fait aussi des esters éthyliques qui sont intéressants. Alors, on a parlé des esters d'acétate, mais finalement les esters éthyliques, je vous ai dit, hein, ça génère aussi des composés, enfin des odeurs fruitées. Donc elle est capable aussi d'en générer. Ça, c'est des composés qui sont naturellement faits pendant la fermentation. C'est-à-dire que toutes les souches quasiment de Saccharomyces en font à des niveaux plus ou moins importants, mais ils en font. Et ce que l'on a remarqué, c'est qu'ils sont surtout libérés lors de la mort des cellules. Donc vous êtes en fin de fermentation, votre levure commence à mourir, elle va se lyser, ce qu'on appelle lyser, sa membrane va se casser, et elle va libérer ses composés dans le milieu. Donc là, il y a un moyen d'action éventuellement pour travailler sur le fruité, c'est de conserver les lits, alors des lits de bonne qualité, c'est-à-dire conserver les levures, ce qui va vous apporter à la distillation du fruité en plus. Hein, c'est important et c'est des choses qui se font dans d'autres filières. Alors, c'est des choses qu'on n'a pas complètement travaillées, on voudrait retourner dessus, ça c'est des perspectives qu'on a pour la suite. Et ensuite, elle est capable de générer, malgré tout, hein, elle a quand même des capacités estérifiantes, alors moins que la souche qu'on a vue avant, mais elle est capable de générer des esters. Donc elle est intéressante de ce point de vue-là. Et sur certains esters, d'ailleurs, elle en génère beaucoup plus que les cérévisiers dans notre milieu, en tout cas. Voilà, ce que je disais, c'est que malgré tout, voilà, elle fait des esters, mais moins que notre Saccharomyces uvarum. Alors ensuite, on est allé voir quelques facteurs pour voir si on pouvait moduler des choses. Notamment, on a testé cette souche à différentes températures. Dans les conditions où on a travaillé, on n'a pas vu de différence entre 10 et 20 degrés. Vous mettiez la souche à 10 ou 20, elle va générer les mêmes quantités de composés. Bon, par contre, ce qu'on conseille toujours, c'est d'avoir un contrôle de température. Pour une bonne raison, c'est que ça limite, on en a parlé un petit peu tout à l'heure, hein, on avait abordé ce problème-là, c'est pour Brettanomyces. En fait, si vous avez des températures basses, Brettanomyces va avoir plus de problèmes pour se développer. Donc en dessous de 8 degrés, Brettanomyces vraiment commence à patiner. Et donc vous avez préservé votre milieu. Donc malgré le fait qu'il n'y ait pas de différence aromatique, on conseille quand même de faire des fermentations à basse température. On a regardé aussi l'effet population, c'est-à-dire, ben voilà, est-ce que plus notre population croît, est-ce que ça permet d'avoir de plus en plus d'esters? Oui, c'est le cas. C'est-à-dire que si on arrive à booster en fait la croissance des levures, on va générer plus d'esters. Alors, ce n'est pas proportionnel. Hein. Ce n'est pas parce que vous mettez 2 ou 4 fois plus de population que vous aurez 2 ou 4 fois plus, mais par contre, vous en aurez quand même plus, ce qui a quand même un impact aromatique. Ensuite, on est allé voir, ben, je vous disais, hein, un des nutriments que vous avez dans le cidre, c'est l'azote. Alors, sur certains vergers, ben, vous allez avoir des déficits, notamment les vergers haute tige, un peu vieux. Vous amendez probablement pas trop, donc peu d'azote. Ce qu'on observe, c'est que plus le verger vieillit et plus l'azote diminue. Donc je sais, pour en avoir discuté avec certains producteurs, quand on arrive à 40-50 mg par litre d'azote, les fermentations elles vont être languissantes, elles vont être difficiles à finir. Hein. On va avoir du mal à arriver à sec. Donc c'est un facteur qu'on a voulu vraiment voir. Donc sur un mou pauvre, quand je dis pauvre, là c'est du 70-80 mg litre, c'est à peu près la moyenne qu'on a dans les cidres. C'est pauvre par rapport à du vin.
Le vin, ils vont être plutôt à des 200, 250, voire même plus. Quand on est dans des conditions de ce type-là, Saccharomyces suvarum va générer énormément de phényléthanol. C'est une de ses caractéristiques, elle est capable de générer des quantités assez importantes qui ne se voient dans aucun autre type de souche. Les cérévisiers ne sont pas capables de générer ce composé-là. C'est pour ça qu'on était aussi intéressé par cet aspect-là. Et je spécifie, je peux le dire, dans le cycle de consommation, c'est exactement la même chose. Et dans le cycle de consommation, ces composés-là sont des composés clés de l'arôme du cidre de consommation. C'est connu depuis même les années 70. Les Anglais, déjà dans les années 70, parlaient de ce composé-là comme étant le composé typique des cidres français. Donc c'était nous l'idée de dire, ben oui, il est typique des cidres, c'est intéressant qu'on puisse le retrouver dans le Calvados. Malheureusement, Martine nous a cassé notre rêve. Il ne passe pas que très peu à distillation, c'est 4 à 5% qu'on retrouve dans le cœur à peu près. Voilà. Malheureusement, on avait misé sur un cheval, voilà, c'est pas le bon. Par contre, si on supplémente le mou en azote, on va rajouter de l'azote par des nutriments, vous en trouvez sur le commerce très facilement, la synthèse de ce composé-là va s'arrêter. On ne connaît pas la raison, ça je ne peux pas vous l'expliquer, mais c'est une constatation, et on l'a fait à multiples reprises, ça s'arrête. Et par contre, elle va aller générer d'autres composés qui vont donner du fruité plutôt banane. On a vu celui-là, mais il y a le poire aussi, il y a différents types de composés, différents types d'odeurs. Donc voilà. Donc là, c'est un moyen éventuellement de jouer. Alors, celui-là, c'est moins intéressant pour les eaux de vie, mais ça pourrait être intéressant, je fais un parallèle quand même pour le cycle de consommation, en fonction d'un profil aromatique qu'on voudrait éventuellement dans son cidre, on peut jouer sur l'azote pour modifier son profil aromatique. Et alors, quelque chose qu'on a étudié, qui avait été publié dans la littérature et que l'on a vérifié donc, dans nos contextes cidricoles, il y a le moment d'ajout de l'azote est très important. Si vous l'ajoutez à la fin de croissance de la levure, ça va être le moment optimum de la génération des acétates, donc de ces composés volatiles qui donnent du fruité. Bon, ça mobilise des voies métaboliques particulières, ça va activer des voies métaboliques, et du coup, elles vont générer ces composés-là. Alors, pour vous donner un petit repère, ce qu'on conseille, c'est d'essayer de suivre la perte de masse volumique, et quand vous avez perdu à peu près une dizaine de points, là, on peut rajouter de l'azote, et c'est là qu'on aura l'optimum de la génération des esters. Si on le met en début, c'est plus simple de gestion. Là, vous allez pouvoir, par contre, gérer votre fin de fermentation. Vous allez pouvoir aller sur des fermentations à sec de façon plus régulière. Alors, petit conseil, on y reviendra, c'est l'intérêt... Enfin, on y reviendra, j'y suis déjà. C'est l'intérêt du dosage de l'azote quand même. Ça, c'est un paramètre de suivi et de contrôle, de pilotage de la fermentation qui est intéressant. Alors, je sais que c'est compliqué, on ne les a pas tout de suite, c'est une analyse, il faut l'envoyer au labo. Par contre, l'autre intérêt pourrait être aussi d'avoir du recul sur vos vergers, donc de quand même faire ces analyses et de connaître vos vergers, savoir lesquels sont pauvres, donnent des mous pauvres en azote ou pas, ce qui vous permet de raisonner derrière sur un apport d'azote dans vos mous. Parce qu'il faut savoir si vous en mettez beaucoup ou pas, ça c'est votre choix après personnel sur l'orientation que vous voulez faire en termes de pilotage aromatique. Mais du coup, d'avoir ce recul vous permet aussi d'anticiper et de voir comment vont se dérouler vos fermentations. Petit point, effectivement, donc, dans le mou, je vous le rappelle, voilà, des précurseurs. On a un précurseur, l'hexanol, c'est issu de la voie des acides gras, et ça va donner un ester qui sent la poire. Et là, cette souche-là, Saccharomyces suvarum, est capable d'en faire des doses assez importantes. C'est très intéressant aromatiquement. On a des petits soucis après pour le conserver, mais ça se conserve. Je vous montrerai quelques éléments. Dans des bonnes conditions, en tout cas. Comme c'est un composé qui semble intéressant pour générer du fruité, on a essayé un peu de regarder l'origine et comment on pouvait éventuellement le moduler, est-ce qu'on pouvait l'augmenter, sachant que ça, on a fait des expérimentations. Dès qu'on augmente le précurseur, l'hexanol, vous faites des esters en plus grande quantité. Donc c'est intéressant de pouvoir éventuellement augmenter sa dose. Alors, ça c'est mon collègue Pascal Poupard qui a fait des essais là-dessus. On sait qu'il y a un effet maturité du fruit et variétal. C'est-à-dire que si vous avez un fruit sous mûr, vous allez avoir des doses peu importantes d'hexanol.
Et on peut aller jusqu'à x8, enfin multiplier par 8 cette concentration quand on a un fruit mûr. Donc importance de la maturité des fruits. Et puis après, il y a quelques variétés qui sont plus riches les unes que les autres. Et on réfléchit actuellement, alors ce n'est pas encore complètement calé, mais c'est des orientations qu'on est en train de prendre. Comment augmenter, peut-être par la technologie, notamment par exemple du cuvage. Saccharomyces cerevisiae, on a fait des essais, donc on voit que c'est une souche, les souches qui sont normalement peu présentes dans le cidre, on en a parlé tout à l'heure, elles sont capables de faire des esters d'acétate de façon assez importante. Par contre, pas de phényléthanol. Du coup, dans notre cas, ce n'est pas trop important, hein, puisqu'on ne le retrouve pas. Et puis, dans ce cadre-là de Monarch, on a testé différentes souches quand même, on est allé voir un petit peu ce que ça donnait. Et actuellement, on est en train de travailler sur un criblage d'autres souches commerciales qui est en cours, hein, dans l'idée d'essayer de faire un catalogue de souches pour proposer des choses aussi, pour vous aiguiller sur l'utilité de certaines souches commercialement disponibles. Après, on s'est posé la question, adaptée à la distillation. A priori, oui, je vous montrerai ça tout à l'heure dans mon deuxième exposé. Et puis pour finir cette partie-là, on a regardé la partie conservation. Ce n'est pas tout de faire des esters. Faut-il encore les conserver dans le cidre assez longtemps pour aller jusqu'à la distillation? Ce qu'on a vu, alors je vous ai mis l'acétate d'exil, la poire, hein, c'est le plus. Pourquoi j'ai mis celui-ci? C'est le plus sensible en fait, c'est celui qui se dégrade le plus facilement. Mais vous voyez qu'après plus de 100 jours, on arrive quand même à conserver des quantités relativement intéressantes. Bon, on a une perte d'environ 25-30%, mais on en conserve quand même des quantités qui sont impactantes. Ce qu'on a vu, et je vais encore enfoncer le clou, c'est que quand on a du Brettanomyces, donc notre fameuse levure contaminante, eh ben, la dégradation des esters d'acétate est très très rapide. C'est dépendant de la concentration de la levure, bien sûr, mais à des 10,5, ça veut dire qu'elle a déjà fait sa croissance, eh ben, vous allez dégrader les esters en moins de 20 jours. Voilà, vous avez différents types de cidre. Vous voyez que dans les 3 cidres, ça se comporte un peu différemment, mais en 20 jours, on a tout détruit. Donc, Brettanomyces a un impact majeur sur la dégradation des esters. Donc, quand vous perdez du fruité dans vos produits en cuve, c'est probablement dû à cette levure. D'où l'importance, j'en parlais tout à l'heure, de votre nettoyage des infections. Et pour conclure, ben voilà, rapidement, on a 2 souches d'intérêt cidricoles, mais ça nécessite de contrôler, on le reverra tout à l'heure, l'oxygène au niveau de la fermentation. Sinon, on part sur de la génération d'acétate d'éthyle de façon importante, et on le reverra dans des choses que je vais vous montrer après. Au niveau de la filière vitivinicole, on a des souches commercialement intéressantes qu'on est en train de vous screener, des cerevisiae qui pourraient permettre déjà de faire un peu de job pour contrôler les fermentations. Voilà, avec des fermentations possibles.